Avant d'arriver à convaincre autrui, il faut être convaincu soi-même. C'est le principe de base de tout échange ayant un but persuasif. Or, montrer le meilleur de soi-même à ses interlocuteurs s'apprend, comme le démontre Napoléon Hill dans son livre La maîtrise de la persuasion. Il vous explique comment avoir un état d'esprit positif, engageant, tout en restant fidèle à vos valeurs morales. Ces astuces et ces secrets intemporels vont vous aider à devenir un maître de la persuasion. Alors soyez à l'écoute de cette sagesse bienveillante, et ajoutez un supplément d'humanité à vos échanges. C'est un extraordinaire défi à relever pour toute personne exerçant dans la vente et le marketing relationnel. L'intelligence commerciale qui est en vous ne demande qu'à être exploitée. Leçon 1. Pour vendre une marchandise ou une idée efficacement, vendez-vous d'abord vous-même. La vente n'est pas un métier, c'est un article. L'art de transmettre ses émotions à un interlocuteur réceptif, prêt à valider votre discours par un achat. Un vendeur d'exception est capable d'influencer n'importe qui, dans le sens qu'il souhaite. Il domine d'abord son interlocuteur, par l'observation, les paroles, les gestes, le contact physique, etc. Telle l'araignée avec sa proie. Sa qualité première ? L'adaptation. Le vendeur d'exception se met à la place de ses interlocuteurs. Vous ne vous sentez pas concerné ? Sachez que vous êtes vendeur, peu importe votre profession ou votre situation personnelle. Que vous soyez salarié, homme politique, avocat, commercial ou célibataire en recherche d'amour, votre tâche est de vendre vos mérites de manière à susciter la coopération chez autrui. Ce faisant, vous pouvez tirer parti de n'importe quelle situation, et ce, malgré les obstacles. Car en alliant les stratégies de vente à la psychologie, vous devenez irrésistible. Ainsi, vous savez que vous êtes un vendeur d'exception, dès lors que vous êtes en mesure d'influencer une personne isolée et un groupe, summum de l'art. L'autopromotion est donc primordiale pour qui souhaite vendre un produit, ou faire passer un message fort. Les hommes d'État en sont le parfait exemple. Theodore Roosevelt, après la fin de son mandat, n'hésite pas à payer des personnes pour l'applaudir lorsqu'il fait des apparitions publiques. Le reste du public, galvanisé par ce mouvement de foule, finit inévitablement par en faire autant. De même, Hitler, Staline et Mussolini étaient des maîtres de l'autopromotion. Ils ralliaient des pays entiers, en jouant à la fois les protecteurs paternalistes et les défenseurs d'une nation. Dans un autre registre, pourquoi la 5e avenue à New York est-elle la plus courue et la plus chère des États-Unis ? Parce qu'une action promotionnelle aux allures de plan d'action a été menée de main de maître par les riverains. Que faut-il retenir ? Faites-vous apprécier des autres, soyez entiers, et impliquez-vous dans vos actions et vos discours. Votre influence n'en sera que plus puissante. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources qui vous seront plus qu'utiles. Leçon 2. Devenez le meilleur vendeur en adaptant votre personnalité et vos méthodes à vos interlocuteurs. Pour que la vente d'un produit ou d'un service aboutisse, il faut, de prime abord, que le vendeur ait une personnalité bien particulière. Plus il est doté de qualités indispensables précises, plus il lui est facile d'atteindre la perfection, ou en est capable. Par conséquent, si vous voulez devenir un vendeur de choc, faites en sorte de développer les qualités suivantes. Ayez une bonne condition physique. Favorisez une alimentation saine, un mode de vie équilibré, et n'oubliez pas de pratiquer un sport. Faites preuve de courage. C'est une qualité très utile face à un vendeur concurrent, ou pendant une période difficile de votre vie, autant d'obstacles qui peuvent entraîner une baisse de motivation. Développez votre imagination. Pour cela, mettez-vous à la place du client afin de comprendre sa motivation et sa démarche. Imaginez-vous dans sa situation, vous pourrez ainsi anticiper les situations ainsi que ses réactions. Par exemple, face à un client qui tente de négocier, faites en sorte d'anticiper ses demandes. Soignez votre discours. Articulez, posez votre voix de manière à ce qu'elle soit agréable à l'écoute, car un vendeur qui parle bas et vite, ou ne prononce pas clairement ses mots, n'attire pas le client. Attelez-vous à la tâche. Travaillez, travaillez, travaillez encore. Ne relâchez jamais vos efforts, si vous voulez atteindre un but. Quel que soit votre objectif, vendre un produit, attirer de nouveaux clients, etc., mettez tout en œuvre pour l'atteindre. Ayez une personnalité attirante. Un acheteur doit être séduit autant par le vendeur que par le produit pour conclure une vente. Ayez le sens du spectacle. N'hésitez pas à théâtraliser la situation, à vous mettre en scène. Un bon vendeur présente son produit avec enthousiasme, quitte à devenir un peu excessif. Son but est de susciter l'intérêt du client, de le captiver. Faites preuve d'initiative. Définissez les plans que vous mettez en action. N'attendez pas d'être orienté. Soyez enthousiaste, et tâchez de rester optimiste en toute occasion. C'est communicatif. En effet,
Un vendeur enthousiaste et positif a de grandes chances de conclure une vente, car son client aura été réceptif à son dynamisme. Intéressez-vous réellement au produit que vous vendez. Vous ne pouvez en parler avec conviction que si vous le maîtrisez parfaitement. Cernez la capacité financière d'un client, sa motivation et son réel besoin avant un achat. Ainsi, vous pourrez planifier votre stratégie de vente. Par conséquent, devenir un vendeur exceptionnel demande un important travail sur soi. Cela est d'autant plus difficile qu'en chemin, vous rencontrerez des tentations, et que certaines de vos faiblesses vous empêcheront d'avancer. Quelles sont les faiblesses les plus dangereuses? Les voici en quelques mots. Ne cédez pas à la procrastination. Si vous devez prendre une décision ou agir, soyez rapide et précis. Domptez vos peurs. Si vous avez peur, vous serez incapable de vendre quoi que ce soit efficacement, car vous perdrez en crédibilité. Ne faites pas peser la responsabilité de vos erreurs sur le dos de vos supérieurs. Cette pratique déshonorante se retournera contre vous. Évitez de tergiverser, de vous trouver des excuses. Vous perdrez du temps. Ne vous laissez pas influencer par le discours pessimiste ou larmoyant de vos clients. Ayez confiance en vous, et ne les laissez pas prendre le dessus. N'abusez pas de la consommation d'alcool. Cela finira par se remarquer et vous perdrez en crédibilité. Allez au-devant de nouvelles affaires, d'occasions intéressantes. Elles peuvent améliorer votre situation financière. N'ayez pas peur d'un refus. Il doit, au contraire, vous motiver davantage, car c'est l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Ne percevez pas la concurrence comme un obstacle insurmontable. Envisagez-la comme un moteur d'innovation. Apprenez à combattre efficacement ces écueils, autrement, ils vous handicaperont au quotidien, et deviendront problématiques sur le long terme. Leçon 3. Appliquez la règle d'or pour vous assurer un succès durable. L'influence et la persuasion passent d'abord par votre entourage. Pour le rallier à votre cause, observez-le, et donnez-lui un objectif commun. Ce faisant, vous deviendrez leur leader et vous serez respecté. Le président Franklin Roosevelt, par exemple, à l'inverse d'Henry Ford, n'a pas appliqué les principes de réussite lors de son deuxième mandat présidentiel. Malgré des origines sociales aisées et une forte personnalité, il n'a pas réussi à maintenir son élan initial vers le succès. Ces éléments ne sont donc pas les garants de la réussite sur le long terme. Mieux vaut compter sur des valeurs telles que la méthode et l'application. Pour cela, rien de mieux que la règle d'or. Qu'est-ce exactement? C'est se comporter avec les autres, de la même manière dont vous souhaiteriez qu'ils vous traitent. Puisqu'il est coutume de dire que l'on récolte ce que l'on sème, imaginez un patron qui traiterait ses employés avec sollicitude, respect, confiance et honnêteté. Ce faisant, la relation patron-employé serait bien meilleure, et la productivité en hausse. En règle générale, toute bonne action, toute aide, ou manifestation de bonne volonté, génère des attitudes similaires. Voici ce qui, indubitablement, façonne la règle d'or de Napoléon Hill. L'honnêteté. Le pardon. La générosité. L'équilibre. La gentillesse. La pensée positive. Le courage. L'action. La bonté. La vérité. La justice. N'hésitez pas à mettre en pratique cette règle connue de tous les grands leaders de ce monde, car elle contient le secret d'une personnalité positive, permettant d'accéder à la réussite. Leçon 4. Prenez vos propres décisions en fonction de vos compétences et de vos envies. Vous serez sans arrêt confronté à des prises de décision plus ou moins difficiles. À vous de déterminer ce que vous voulez, ce que deviendra votre vie. Faire état de ses compétences personnelles est un exercice auquel chacun se plie lors d'un entretien d'embauche par exemple. Dans ces moments-là, vous devez apprendre à persuader votre futur employeur, à vous vendre, en fait. Or, cela est loin d'être chose facile, et c'est pourquoi vous devez vous poser certaines questions avant de vous lancer. 1. Souhaitez-vous simplement trouver un poste, quel qu'il soit, ou bien briguez-vous un emploi où vos compétences seront exploitées à bon escient, où vos goûts et vos attentes pourront être comblés? 2. Envisagez-vous d'occuper un poste peu rémunéré au départ, mais porteur de perspectives, ou un emploi au salaire important, mais sans évolution possible? 3. Quel est le domaine d'activité que vous aimez, qui vous attire plus que tout? Ne choisissez jamais une activité professionnelle qui ne vous correspond pas, ou dans laquelle vous savez que vous ne vous épanouirez pas. 4. Quel est le type d'employeur pour lequel vous êtes prêt à vous investir? 5. Quel type d'investissement personnel, de service, êtes-vous prêt à offrir en échange d'un salaire? 6. Quels sont vos principaux handicaps, ceux qui vous mettent en échec? Quelles sont les professions dans lesquelles ils ne deviendront pas des obstacles? Étudiez bien ces 6 questions, et répondez-y le plus précisément possible avant de vous engager professionnellement, ou de proposer vos services. Ensuite seulement, vous pouvez mettre en place un plan d'action proprement dit. Agissez de manière à ne pas subir votre vie professionnelle. À l'époque où Napoléon Hill écrit cet ouvrage, il estime que 98% de la population américaine sont en situation d'échec,
car les individus n'exercent pas leur pouvoir de décision sur leur propre vie. Ils sont enfermés dans des habitudes de pensée et d'action. Aujourd'hui, rien n'a changé. De nombreuses personnes exercent une profession qui ne leur plaît pas, par impératif financier. Alors que celles qui sont prêtes à fournir l'effort nécessaire pour mettre leurs compétences à profit sont récompensées. En effet, aucun être humain ne peut prétendre à l'épanouissement par l'argent obtenu sans effort. C'est cet épanouissement qui donne sa valeur à la personne et à ses capacités. Ce faisant, elle atteint le bonheur, car elle réalise ses aspirations par le biais du travail. Prenez votre destinée en main. N'attendez pas d'être rattrapé par le temps ou d'autres contingences perturbatrices. Faites le point sur vos attentes et lancez-vous sur le chemin de la réussite sans tarder. Leçon 5. La notion de concurrence doit être envisagée comme un moteur, non comme un obstacle à la réussite. La concurrence n'est pas seulement commerciale, c'est un principe universel. Il ne faut donc pas en avoir peur, mais au contraire, apprendre à composer avec elle. Pour ce faire, apprivoisez quelques réflexes et développez vos atouts, dans l'optique d'une action d'excellence. Vous n'aurez pas à vous soucier de la concurrence si vous vous spécialisez. Ayez un objectif bien précis, ne vous éparpillez pas. Vos forces sont ainsi concentrées sur une finalité. Vous acceptez de faire un peu plus, en quantité ou en qualité, que ce qui vous est demandé. Ce faisant, vous pourrez saisir certaines opportunités que d'autres, qui ne font que le strict minimum, n'auront jamais. Vos collaborateurs ou supérieurs vous envisageront avec d'autant plus de sérieux, et penseront à vous en cas de promotion, par exemple. Vous obtiendrez un salaire plus élevé, à la hauteur de vos efforts. Vous n'aurez pas à vous soucier de la concurrence si vous vous efforcez de coopérer. Ne travaillez pas seul, sauf si vos tâches vous obligent à vous isoler, car il est plus facile d'affronter la concurrence en groupe. Cette collaboration doit se faire entre employés, mais aussi entre employés et managers. Vous n'aurez pas à vous soucier de la concurrence, si vous utilisez l'imagination synthétique. C'est un principe qui consiste à mélanger et recycler d'anciennes idées afin d'en trouver d'inédites. L'imagination est inépuisable et peut être adaptée à n'importe quelle situation. Apportez une plus-value à votre entreprise, améliorez votre travail, etc. Vous n'aurez pas à vous soucier de la concurrence, si vous êtes exigeant dans le choix de votre université. Renseignez-vous sur son ancienneté, sur la déontologie de la direction, et sur la compétence du corps professoral. Vous n'aurez pas à vous soucier de la concurrence, si vous établissez un plan de réussite professionnelle, et de bien-être personnel. Ainsi, ne perdez pas votre temps dans des activités inutiles ou nuisibles à la santé, excès de nourriture et d'alcool, carence de sommeil, etc. Vous n'aurez pas à vous soucier de la concurrence, si vous vous assurez d'avoir les compétences requises, et une approche adéquate pour trouver un emploi. De quelle manière pouvez-vous mettre vos compétences en avant dans telle entreprise? Que pouvez-vous concrètement lui apporter? Au diable la concurrence. Dès lors que vous êtes capable de mettre en pratique ce qui précède, vous êtes sur la bonne voie. Peu importe les crises économiques, les périodes de chômage de masse, il existera toujours quelque part un emploi pour celui ou celle qui est prêt à s'investir avec ardeur, à condition d'avoir les capacités correspondantes. Leçon 6. Le parcours d'Henry Ford est un modèle pour tous les jeunes entrepreneurs. Nombreux sont les personnalités parties de peu, voire de rien, et ayant réussi. Parmi ces leaders hors normes, l'industriel américain Henry Ford, célèbre pour ses constructions automobiles, est le plus marquant. Il incarne véritablement la volonté, le courage, et l'envie de réussir. En effet, illettré et issu d'une famille pauvre, Ford franchit avec succès toutes les étapes avant d'atteindre le sommet. Son secret? Ses opérations financières, notamment. Mais aussi, la création de son entreprise. En effet, aujourd'hui, Henry Ford est assimilé à la voiture du même nom, et ce n'est pas un hasard. Sa réussite est le fruit d'une vie passée à travailler, contre vents et marées sur un projet en particulier. Concevoir une voiture accessible à tous. Ainsi, les hommes comme Ford semblent tous avoir un point commun. Une philosophie de la réussite. En effet, le succès de Ford ne doit rien à la chance ni au hasard, il est le produit d'un processus cognitif qui comprend 1. Une interaction entre un objectif précis, la voiture, et l'enregistrement de cette information par le subconscient. 2. L'autosuggestion. J'en suis capable. 3. L'action, engendrée par cette dernière, grâce à la foi et aux émotions positives. Autrement dit, un investissement physique qui permet la réalisation du projet, la construction de la voiture. C'est sur cette idée fondatrice qu'Henry Ford construit sa fortune, dans l'adversité, certes, mais grâce avant tout à un courage à toute épreuve, et à un mental très structuré. Ainsi, même avec un plan d'action bancal, Ford aurait de toute façon réussi. Pourquoi? Parce que la persévérance permet, d'une part, d'encadrer l'action au maximum, et d'autre part, de considérer les échecs comme des tremplins vers la réussite. En effet, être persévérant,
c'est avoir davantage de visibilité, et donc de marge de manœuvre. À l'inverse, une personne disposant d'un plan en béton, mais ayant tendance à hésiter ou à se laisser aller, n'ira jamais au bout de son projet. Lisez la biographie d'Henry Ford. Vous serez étonné de voir qu'il peut s'apparenter à un héros industriel. Leçon 7. La réussite repose sur des valeurs morales et des attitudes saines. Henry Ford possédait certaines caractéristiques qui semblent être à l'origine de sa réussite. L'interaction entre tous ces facteurs est d'ailleurs indispensable à toute personne cherchant à réussir professionnellement ou personnellement. Quels sont-ils? Croyez en votre projet. À force d'y croire, vous gagnerez en persévérance. Votre mental guidera votre action. Dans le cas de Ford, il a cru en son projet de voiture à une époque où les charrettes étaient le principal moyen de locomotion. Avoir la foi dans un projet, c'est aussi faire fi des critiques, des conseillers, bons ou mauvais, de la situation économique, la vôtre ou celle de votre pays, et des obstacles matériels. En outre, la foi engendre la confiance et donc, une forme de paix intérieure. Décidez vite et bien. En période de doute, ne vous arrêtez pas dans votre élan. Sinon, vous vous laisserez envahir par l'indécision, et votre confiance en vous s'effondrera. Ce faisant, vous laisserez les rumeurs et les suppositions vous influencer. C'est une mauvaise idée. La prise de décision est le fruit d'une réflexion longue et rigoureuse. Lorsque vous avez tous les éléments en main, les faits réels, et que votre expérience ou votre bon sens peuvent vous dicter une tendance, c'est le moment d'agir. Soyez bon joueur. Acceptez le succès et l'échec de la même manière. Ne cherchez pas à vous venger, ni à être médisant avec des concurrents déloyaux, par exemple. Henry Ford était réputé pour n'être ni sympathique ni chaleureux. Pourtant, il n'a jamais causé de tort à personne. Il a toujours été juste. Ses employés, par exemple, étaient très bien payés, mais devaient, en contrepartie, produire un travail de qualité irréprochable. Organisez minutieusement votre emploi du temps et vos dépenses. Faites vôtre l'expression « le temps, c'est de l'argent », car la discipline est impérative si vous voulez atteindre une autonomie financière. Ainsi, si vous vous engagez dans un projet, un travail, allez jusqu'au bout en limitant les distractions. Les bénéfices financiers ne tarderont pas à survenir. Faites preuve d'humilité vis-à-vis de vous-même et de votre mode de vie. Les leaders sérieux et crédibles sont ceux qui n'imposent pas leur richesse aux yeux du monde. Le succès ne doit pas vous monter à la tête, ni vous rendre méprisant ou orgueilleux face aux moins fortunés. Mettez en pratique le principe du « mastermind ». Le but de ce principe est de coordonner les efforts du groupe dans l'harmonie et la productivité. Imaginez pour cela une machine très bien huilée. Celle-ci est lancée dans un but de réussite et d'accroissement de pouvoir. Maîtrisez-vous en toutes circonstances. Si vous êtes capable de conserver une humeur égale, vous êtes votre propre rempart contre l'adversité. En contrôlant vos émotions, vous vous donnez le droit de penser par vous-même, sans influence externe. Par ailleurs, la maîtrise de soi est le garant d'une parole saine. Vous ne direz pas n'importe quoi à n'importe qui, sous le coup de l'émotion. Plantez les graines de vos initiatives. Celui qui réussit est toujours celui qui a pris l'initiative, et non celui qui se laisse entraîner par d'autres. C'est ainsi que Ford a pris l'initiative d'analyser et de corriger ses propres faiblesses au fur et à mesure de sa carrière. Ce faisant, il a avancé en ayant une très bonne connaissance de lui-même et a su éviter les écueils. Henry Ford n'est pas un surhomme, il n'est pas doté de super pouvoirs. C'est un homme. Tout ce qu'il y a de plus normal, qui sait qu'il ne faut pas compter sur la chance ni la facilité. Si votre démarche est similaire à la sienne, si vous savez vous vendre sans piétiner autrui, alors oui, vous réussirez avec éthique et grandeur. Vous n'en serez que plus remarquable. Pour finir, Thomas Edison vivait quasiment comme un clochard, avant de devenir l'inventeur de génie, désormais célèbre. Démosthène, homme d'État athénien, bégayait, mais s'est servi de ce handicap comme d'un tremplin. Le romancier Charles Dickens était cireur de chaussures, avant de devenir un écrivain à succès du XIXe siècle. Napoléon Bonaparte n'était au départ qu'un simple petit soldat de l'armée française, et Beethoven était sourd. Ces exemples montrent bien à quel point ni l'argent, ni les diplômes ne sont indispensables à la réussite. Tout est question d'état d'esprit. C'est ce que Napoléon il explique avec sagesse dans cet ouvrage, élaboré comme un chemin à suivre en fonction de votre situation. Si vous vous astreignez à garder un état d'esprit positif et combatif, tout ce que vous souhaitez deviendra réalité.